Bonjour Stéphanie Bory, bienvenue. Vous êtes la directrice générale de la marque Garnier depuis 1 an. Votre carrière, vous l'avez faite chez L'Oréal. Garnier, c'est une marque centenaire, leader du marché capillaire en France, qui vante la beauté durable. La formule est belle. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment vous la mettez en pratique? Donc depuis plus de 2 ans chez Garnier, on s'engage pour la Green Beauty. C'est notre programme pour une beauté plus durable et plus responsable, dans laquelle on décortique toute notre chaîne de valeur pour avoir un impact et des ambitions très forts qu'on revoit chaque année avec des ambitions à 2025. Donc si je vous donne un exemple concret, par exemple, au niveau de nos packaging, on se donne l'ambition d'avoir 100% de ne plus utiliser de plastique vierge à partir de 2025 dans tous nos produits. Et donc, progressivement, chaque année, on transforme nos catégories de produits pour avoir des plastiques recyclés recyclables, des produits sans plastique, des recharges, et donc avoir cet impact au niveau de nos packaging, mais aussi au niveau de nos formules, au niveau de nos sites de production, au niveau du sourcing de nos matières premières, et donc d'avoir vraiment cette vision sur l'ensemble de notre chaîne de valeur et d'avoir des enjeux très forts et des objectifs qu'on se fixe. Oui, donc 2025, 100%. Je reste sur les emballages, 100% d'ici 2025. Vous en êtes où aujourd'hui? C'est-à-dire, il y a quelle part de plastique vierge encore dans ce que vous proposez? En 2020, on a économisé 10 000 tonnes de plastique. Et l'idée, c'est que 20% de notre production aujourd'hui se fait avec du plastique recyclé et recyclable. D'accord. Et donc, progressivement, encore une fois, on transforme ça sur chacune de nos grandes catégories de produits. Et comme on est une grande marque distribuée en grande distribution, c'est vrai que rapidement, on a un impact très fort puisqu'on transforme des milliers et des millions de produits à cette échelle quotidiennement. Oui, alors justement, je vais détailler un peu ces objectifs 2025. Vous l'avez dit, tous les produits et emballages conçus sans plastique vierge, 100% des sites industriels neutres en carbone, je reviendrai sur la formule, 100% des emballages plastiques seront réutilisables, recyclables ou compostables, 1000 communautés accompagnées dans le cadre de programmes de sourcing solidaire. Quand vous dites des emballages, on reste un peu sur cette thématique-là, qui seront réutilisables ou recyclables. Là aussi, ça suppose quoi de booster une filière derrière? Elle existe déjà, il y a des partenaires à embarquer? Exactement, et c'est ça qui est chouette quand on travaille pour une marque comme Garnier, c'est vraiment de la capacité d'emmener avec nous des partenaires, toute une chaîne de valeur pour réussir cette transformation. Ils existent, ces partenaires, ou il faut un peu les titiller, vous voyez ce que je veux dire? Non, ils existent et ils se transforment et ils prennent cette ambition avec nous. C'est ça qui est chouette. Et par exemple, sur notre marque Ultra Doux, on est passé l'année dernière sur 100% de nos shampoings et après-shampoings en plastique recyclé recyclable. Cette année, on transforme nos packaging pour qu'ils soient plus à même d'être réutilisables, c'est-à-dire de pouvoir les re-remplir avec nos éco-recharges de shampoing. Donc c'est vraiment, en fait, penser à tout pour le consommateur, pour aussi avoir cet impact, nous, sociétal et responsable sur cette beauté engagée. Mais du coup, ça se fait vraiment, il faut penser à tout, à la manière dont on crée notre pack, à la manière dont le consommateur va utiliser, à ce qui est important pour lui, et donc vraiment de réussir à décortiquer tout ça et d'avancer pas à pas. Alors vous parlez de neutralité carbone, sites industriels neutres en carbone. Alors bon, on a vu récemment dans cette émission les recommandations de l'ADEME sur les termes de neutralité carbone qui veulent pas dire grand-chose pour une entreprise ou une usine. Ça se calcule à la dimension d'un État ou d'un continent. Je rappelle juste ça, et je pense qu'il faut plutôt parler de trajectoire ou de réduction de l'impact carbone. Bon, au-delà de la formule, c'est pas le plus important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous mettez en place pour réduire l'impact des sites industriels. Comment ça se passe, ça? Non, mais vous avez raison, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un objectif à 2025. Aujourd'hui, on a 50% de nos usines Garnier qui sont neutres en carbone. Donc, on le fait petit à petit parce que déjà, chaque usine est spécifique. Et puis, si je donne un exemple concret, par exemple, sur l'eau, c'est aussi notre capacité au sein des usines à réutiliser l'eau qu'on utilise pour refroidir nos cuves, les laver, et donc avoir en fait cette cycle de recyclage en interne pour être capable au sein des usines de consommer un minimum de... Oui, on va détailler ça sur ce qui en bon français s'appelle Waterloop, mais au-delà de l'eau, sur les sites industriels, qu'est-ce qu'il y a comme levier de baisse d'impact carbone? Il y a par exemple la capacité à avoir de l'énergie renouvelable au sein des usines, en utilisant des panneaux solaires et autres. Il y a notre capacité à aussi
travailler sur la manière dont on décortique notre chaîne de production et donc à chaque niveau être capable d'avoir un impact très concret sur la manière dont on va dire, automatise nos chaînes de production, etc. Donc vraiment, ça se fait à tous les niveaux au sein de ces sites industriels. Alors, moi, ce que je remarque là en vous écoutant depuis quelques minutes avec ce programme Green Beauty, cette beauté durable, c'est que ça a supposé quand même de vraiment commencer par faire quoi? Un audit pour se dire là, on a des leviers qui vont être efficaces, là peut-être il y a moins d'impact. Comment vous avez fait? C'est un audit sur qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, où on est et où on veut aller. Et donc ça demande aussi tous les ans, nous, de se regarder et de se dire où on en est dans cet objectif qu'on a commencé en 2020, déjà avec cet objectif 2025. Et tous les ans, on publie un rapport de aujourd'hui où on en est dans nos objectifs de développement durable. Et ce rapport, il est partagé à nos partenaires, à nos journalistes, pour aussi leur dire, en fait, on ne se donne pas juste un objectif à 5 ans, mais tous les ans, on fait un état des lieux très clair de où on en est. C'est la journée mondiale de l'eau, ce 22 mars. Vous prenez un engagement pour 2030, objectif 100% des usines 100% water loop. Alors, vous l'avez évoqué, l'utilisation de l'eau en boucle fermée. Je voudrais qu'on parle d'investissement. Ça suppose quoi comme investissement pour arriver à ce résultat ? Alors ça suppose des investissements qui sont vraiment spécifiques selon nos sites de production. Parce qu'encore une fois, en fait, du water loop, il faut vraiment qu'on le pense à chaque fois à l'échelle de l'usine et pas en se disant il y a un schéma qu'on peut appliquer pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on le fait progressivement. Aujourd'hui, on a 20% de nos usines qui sont Waterloop. On a cet objectif d'atteindre les 100%. Mais du coup, ça se vraiment décortique à l'échelle de l'usine pour savoir ce qu'on est capable de faire entre une usine qui est basée dans une certaine région du monde ou une usine plus européenne ou une usine française, etc. Pourquoi ? Parce que les réglementations ne sont pas les mêmes ? Oui, parce que du coup, aussi les demandes en eau ne sont pas les mêmes. Les stress hydriques dans certaines régions ne sont pas non plus les mêmes. Donc c'est important de s'adapter à chaque site de production. Et comme je vous le disais, quand on s'engage par exemple sur ce pilier qui est l'eau, c'est important de considérer nos usines, mais c'est aussi important de considérer plein d'autres éléments dans notre chaîne de valeur, par exemple nos produits, et d'arriver avec de la cosmétique solide qui se fait sans eau, par exemple avec les shampoings solides qu'on a lancés il y a plus de 18 mois, mais aussi de penser à l'usage que fait notre consommateur de nos produits à la maison, parce que je ne sais pas si vous savez, mais 80% de l'impact carbone d'un produit se fait dans votre salle de bain, quand vous êtes sous la douche. Donc c'est-à-dire de proposer des produits comme le shampoing solide où vous utilisez 20% moins d'eau pour vous rincer les cheveux, donc une capacité d'économiser de l'eau, ou l'innovation qu'on lance cette année, qui est, alors je ne sais pas si vous utilisez un après-shampoing, Thomas. Pas vraiment, mais généralement, j'ai des femmes autour de moi qui en utilisent. Généralement, un consommateur, quand il met de l'après-shampoing sous la douche pour se démêler, etc., c'est un geste qu'il fait sous la douche et il se rince. Nous, on a lancé une innovation qui est cet après-shampoing sans rinçage, donc que vous faites hors de la douche, qui permet d'économiser 100 litres d'eau à la fin de l'utilisation d'un de nos tubes et qui vous permet, du coup, d'avoir un geste sans utilisation d'eau, tout aussi efficace, tout aussi avec ce même plaisir d'utilisation. Mais donc, c'est vraiment ne pas juste agir à un niveau, mais penser la chaîne de production, le consommateur, le produit dans son ensemble et avoir aussi ce rôle qui est très important pour nous, d'aller aider nos consommateurs à être plus avertis. Et donc, d'avoir aussi cette démarche d'éducation qui permet aux consommateurs déjà de leur dire aujourd'hui, je pense que c'est pas évident pour tout le monde que 80% de l'impact carbone d'un shampoing se fait à la maison, mais aussi de lui donner des éléments pour qu'il puisse agir au quotidien. Et là-dessus, nous, on s'engage avec un grand partenaire qui est National Geographic pour faire des épisodes d'éducation, de sensibilisation et pour permettre en fait que chacun soit plus conscient aussi des grands enjeux qu'on a dans cette beauté plus durable et plus responsable. Merci beaucoup, merci Stéphanie Bory. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur ces radars anti-bruit testés à Paris.